Salut tout le monde, allez, aujourd'hui on se fait la saison 3 de Saint Seiya Crunchyroll. L'épisode 1 commence avec un nouveau personnage nommé Chloé, qui a un masque que du côté où on ne voit pas son visage, car il est caché par ses cheveux. C'est très logique. C'est la scribe, elle retranscrit les guerres qui se passent au sanctuaire. Shun a réveillé Yoga du cercueil de glace, comme dans l'original, mais là bizarrement, elle n'enlève pas son armure et n'utilise pas la chaleur de son corps. Là c'est juste le cosmos qui le réchauffe. N'assumerait-il pas d'en avoir fait une fille, hein? Allez savoir. Yoga se bat contre le scorpion, il se prend la Scarlet Needle qui paralyse les ennemis, mais 2 minutes avant, il a lancé l'attaque sur Seiya et Shiryu qui sont partis tranquillement sans plus de douleur que ça. Logique encore une fois. Bon, Yoga gagne comme dans l'original, ça va plus vite, mais ça passe pour cet épisode. Allez, on passe à l'épisode 2. Les chevaliers de bronze restent vers Athéna, ils vont se battre contre les argents. Jabu défie les autres un peu plus loin. Là, pouf, Iki revient pour annoncer la vérité sur le grand pop, comme quoi ce n'est pas le vrai pop. Purée, les gars nous font un flashback sur le tournoi du confinement, comme s'il s'était passé un truc intéressant à ce moment-là avec les autres bronzes. N'importe quoi. Donc, combat entre les chevaliers d'argent qui ont déjà perdu et les bronzes qui avaient aussi déjà perdu. C'est pas très passionnant. Surtout que les argents continuent de prendre de haut les bronzes. C'est débile. Ils ont donc rien appris de leur défaite. Pas d'évolution de personnage. Ouais, bon, les nuls ont fait 3 matchs nuls. Ok. Donc on passe à l'épisode suivant parce que là, on s'en fout complètement. Épisode 3. Seiya, Shiryu et Shun suivent un papillon qui les emmène vers Chloé, qui leur donne un masque pour aller au royaume des morts, où se trouve déjà Athéna qui discute avec le cancer, qui la convainc de sauter au fond des enfers en 2 secondes, car elle est trop faible. Aldébaran intervient juste à temps. Seiya arrive à reprendre confiance à Athéna, et c'est tout ce qu'il y a à retenir de cet épisode, donc on passe vite fait au suivant, l'épisode 4. Pour le début de la saison, c'est pas terrible. On voit l'armure du Sagittaire arriver au sanctuaire, puis flashback sur comment Ariolos devait devenir le grand pop, et sur la prophétie qui dit qu'Athéna est la déesse de la destruction. Les chevaliers rentrent dans un temple et Aolios les attaque. Ça les fait atterrir dans un autre lieu où Aolios les attaque en 1 contre 1. Mais ça ne dure que 2 secondes par guignol, il fallait juste qu'ils persistent à attaquer. Ça n'a servi à rien, juste à nous montrer les attaques du Sagittaire. C'est déjà ça, on va dire, bref. Bon, retour au temple, des torches s'allument, une armure en forme de coupe apparaît pour montrer la fin de la prophétie, qui dit que non, Athéna ne va pas détruire le monde. Comme d'habitude, c'est trop rocher, alors que cet épisode montrait des trucs intéressants pour une fois. C'est bien dommage, comme d'habitude. Épisode 6. Yoga contre le Verseau. Ils insèrent des scènes qui pour le coup sont inédites en animé, avec des flashbacks où Camus entraîne Yoga, et ça c'est bien. Sinon le combat est le même que dans l'anime d'origine, mais en plus rapide. Mais là pour une fois, l'épisode est entièrement dédié à ce combat. Et ça c'est bien, c'était une bonne idée, il faut le dire, parce que les bonnes idées dans cette série, c'est compliqué à gérer pour eux. C'est plus souvent les mauvaises qu'ils mettent en avant. Bon, par contre il n'y a pas grand chose à dire, donc on va passer à l'épisode 7. Cette fois, c'est le chevalier des poissons. Shun l'affronte pendant que Seiya part devant et tombe dans les roses. Et là, le chevalier du caméléon rejoint Shun. Et tiens, le grand pop mentionne la légende de Pégase. Le combat est nul, évidemment, comme c'est une gonzesse et qu'il n'assume pas, il faut qu'elle se batte à 2, mais il ne fait que les jeter de gauche puis à droite, et c'est complètement nul à regarder. Elles ne font que geindre, une vraie caricature de la femme faible. Un épisode inutile sans intérêt. Il faut attendre les 2 dernières minutes pour qu'enfin elle utilise sa foutue chaîne. Cette nouille ne l'utilise même pas pour se protéger, c'est vraiment débile, le traitement de ce personnage est complètement à côté de la plaque. Allez, on passe à l'épisode 8. Bon, le combat continue, toujours aussi ridicule, et hop, flashback sur son entraînement. Du coup, on a un vieux maître qui tape sur une gamine de 13 ans, à tout casser. À quel point c'est féministe. Enfin, je n'y arrive pas avec le fait que Shun est une femme. Je sais, je bloque sur ça, mais c'est gravement débile d'avoir fait ça. Shun se fait sermonner par sa copine qui lui balance qu'elle fait pitié, car le maître la ménage, sans déconner. Il tape pas fort sur une jeune fillette, enfin, fallait y penser. Et même eux, ils ont conscience d'avoir fait du caca avec ce personnage. Les autres femmes saintes, on voit pas leur entraînement. Shun, oui, ils auraient dû y penser avant. Et là, le maître enchaîne la gamine à un rocher, c'est vraiment limite. C'était déjà hardcore quand c'était un garçon, et encore, on avait l'excuse qu'on n'arrivait pas à déterminer leurs âges. Dans l'animé de l'époque, ils faisaient jeunes adultes. Là, on voit que c'est des ados, et ça rend le truc encore pire. Bon, l'autre nouille plonge pour sauver Shun et manque de se noyer, ça a permis à Shun de remonter son cosmos pour se libérer et la sauver. Elle aura servi au moins un truc dans ce foutu dessin animé, ce personnage. Bon, on reprend le combat, et là, il suit l'histoire classique du poisson. Il détruit la chaîne, et oh, sauf que là, il y a Tartouffe qui vient, et elle se prend une vague de rose noire. Elle s'appelle June, au fait, j'oublie tout le temps son nom, je l'appelle tout le temps n'importe comment, et en fait c'est June, le chevalier des caméléons.
Et avec un peu de chance, ce coup va la laisser dans les vapes pendant un bon moment pour le reste de l'animé. On avance. Allez, reflashback, ils nous reparlent du tournoi du confinement. Ils veulent pas oublier la première saison catastrophique de cet anime. Ils brodent une histoire comme quoi elle est trop puissante, mais elle se laisse perdre car elle est trop gentille. C'est con, c'est nul. Purée, enfin bref. Bon, le reste du combat est normal. Elle le tue avec une tempête nébulaire et manque de crever à cause de la rose blanche. Épisode 9. Cléo parle au grand Pop qui veut la tuer. Mais il se sent mal et Pégase est toujours étalé dans les roses. Chloé se fait attaquer par un chevalier d'argent, celui du corbeau, car elle veut partir du sanctuaire. Et Marine vient à sa rescousse, il se fait rétamer en un coup. Marine arrive où Seiya est et elle se protège le nez pour ne pas respirer le poison des roses. Mais une seconde après, elle donne son masque à Seiya pour qu'il fasse office de filtre. Ok, la logique c'est pas important comme d'habitude. Elle l'aide à monter les marches au péril de sa vie, Seiya reprend ses esprits et dégage les roses avec ses météores, que Marine ne pouvait pas faire, évidemment elle était trop con. Et Shina récupère Marine et ils arrivent, et Seiya arrive enfin à la salle du grand Pop. Toutes les révélations sont faites à Seiya sur l'identité du Pop et le bouclier, comme dans l'original. Bon, rien de spécial sur cet épisode, à part la logique qui s'envole comme d'habitude, donc on passe au suivant. Épisode 10. On retrouve le bélier et le taureau qui étaient assommés sous les décombres du temple du grand Pop, depuis je ne sais combien d'épisodes. Et la Vierge demande au bélier de les ramener, lui et Ikki, de leur dimension, pour sauver Ikki, et qu'il aide Seiya à battre le Pop des Gémeaux. Seiya, pendant ce temps-là, perd tous ses sens, comme d'habitude, il booste son cosmos, et nous sort un nouveau type de météore qui ressemble à l'attaque du Chevalier du Lion. Il arrive à voir, grâce à son cosmos, attaque tornade de Pégase cette fois. Tiens, le dragon tombe du ciel devant Ikki qui est en train de remonter les marches des 12 temples. On l'avait complètement oublié, il a mis du temps à descendre, mais il atterrit sans dommage, c'est magique. Il le laisse et trouve Yoga, puis il trouve Shun, et il la laisse. Elle lui dit qu'elle allait le rejoindre, mais lui il leur dit quand même adieu. Peut-être qu'il sait déjà ce qu'il va se passer. Ça y est, Ikki arrive enfin à la salle du Pop et rentre de façon badass. Bon, l'épisode là il était pas trop mal. Pas trop de conneries délirantes à signaler, donc on passe au suivant. Épisode 11. Ikki s'en prend plein la couenne. Ils se font mutuellement leur attaque d'illusion, Ikki le surpasse, on retrouve les autres chevaliers de bronze qui s'étaient battus contre les argents nuls. Ils se congratulent, ok, à quoi ça sert, on sait pas. Retour au combat, le Gémeaux bat Ikki, et le Gémeaux nous fait un discours sur sa vie, son œuvre, sa mégalomanie. Et on apprend que le Pop voulait céder sa place, mais il a choisi Aolios au lieu de Saga, et c'est pour ça qu'il était pas content, et qu'il l'a tué pour prendre sa place. Bon épisode, on apprend des choses sur comment est arrivé Saga au pouvoir, et c'est pas mal. Dommage que la série est pas plus souvent comme ça. Allez, on part pour le dernier épisode de cette série. Épisode 12. Seiya se relève pour aller chercher le bouclier. Ikki empêche Saga de le frapper, mais il se fait tuer. Le sceptre d'Athéna apparaît à côté d'elle, mais, tel le marteau de Thor, il est très lourd. Seuls les dieux peuvent le soulever. Du coup, les bronzes sont obligés de s'y mettre à 4 pour le remettre droit. Les argents viennent les aider, donc 8 pour soulever le machin, donc il est vraiment lourd. Athéna, elle est costaud. Enfin, c'est une déesse, je déconne. Tout le monde dit Seiya. Alors, vous aussi, faites-le. Il faut le soutenir. Seiya. Le pouvoir de l'amitié est en train de s'allumer, donc participez-y. Il lui défonce la tête, ça marche, c'est toujours bon ces moments de shonen pur. Mais Saga n'est toujours pas vaincu, c'est un dur à cuire. Par contre, il dit que ça fait 20 ans qu'il a pris la place du Pop, mais il dit aussi qu'Athéna n'était qu'un bébé. Du coup, il y a une incohérence avec l'âge, ils sont censés avoir 15 ans, et pas 20, ma foi. C'est compliqué avec ce bordel. Bon, il arrive à prendre le bouclier, la flèche qui est plantée dans son cœur et qui est pas au bon endroit. Pour info, le cœur est sous le sternum, pas en haut à gauche. Elle disparaît, ainsi que le fantôme méchant qui possédait Saga, dans un cri qui fait Bouh. Ouais, ça faisait vraiment ridicule. J'ai rigolé à ce moment-là. Bon, là c'est l'épilogue, les chevaliers restants font des courbettes devant Athéna, Saga apparaît, il se fait seppuku avec sa main pour se repentir de ses fautes. Bon les mecs, ils ont fait tous ce laïus en laissant les 5 bronzes qui ont sauvé les miches d'Athéna là où ils sont. Si Mu ne leur avait pas dit qu'il faudrait peut-être aller voir dans quel état ils sont, eh bien ils seraient morts. Sympa pour le dévouement qu'ils ont. Même Athéna les avait oubliés. Et là du coup elle part en courant pour remonter le sanctuaire. Donc on va faire la conclusion. Bon, cette saison était bien bancale, pas mal de conneries pour Shun, qui est une ineptie totale. Il était très bien avec son ambiguïté gay, ça marchait très bien.
Là, c'est du n'importe quoi, et ça rend les scènes plus graves que ce qu'elles ne sont. C'était déjà pas mal trash avec la version originale, qui, quand on y pense, était assez hardcore, hein. On oublie vite que les personnages sont des mineurs, hein. Et ça, c'est à cause des dessins où ils font plus adultes dans la vingtaine que leur vrai âge, hein. 14 ans, 15 ans, je sais plus trop, mais bon, ils sont jeunes. Bon, par contre, on ne s'ennuie pas dans cette série, avec les conneries qu'on nous tient en haleine, et il y a quelques bons ajouts, ça c'est vraiment sympa à voir. Je ne sais pas s'ils vont poursuivre avec Poséidon, au moment où j'écris Céline, il n'y a pas d'infos sur les sites officiels. Il y a le moment post-générique dans l'épisode, avec Doko qui annonce le réveil de Poséidon, mais est-ce que la série a marché assez pour qu'il puisse continuer? Ça, on ne sait pas encore. Dites-moi, vous, si vous l'avez vu, et ce que vous pensez de cette mouture. N'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien, les pommes, tout ça, et moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye!